Juste les yeux fermés, les mains posées sur vos cuisses ou le long de vos bras. Prenez contact avec votre respiration. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis Alain Bellone, je suis le directeur de l'Institut européen de sophroanalyse. Et mon métier, donc, est d'accompagner les personnes sur leur chemin de vie, voire jusqu'à les aider, à les accompagner à se former à un métier qui est à la confluence du corps et de l'esprit, qui se propose de réconcilier des choses, des techniques, des pratiques qui sont habituellement séparées. Est-ce que tout le monde ici connaît la sophrologie ? Oui, je vous entends pas. Oui, oui, vous connaissez la sophrologie. Qu'on pourra résumer cette belle méthode par un ensemble d'outils, de respiration, de mouvement, d'intention également, susceptibles d'aider la personne à apaiser des symptômes, qu'ils soient émotionnels, physiques, comportementaux. Très bien. La limite, comme dans toute technique, est que quand on ne connaît pas la cause d'un symptôme, on a du mal à sortir de la répétition du symptôme. À savoir que la sophrologie va apaiser ce dysfonctionnement, comme on dit, ce problème, mais pas nécessairement l'enlever. Alors vous allez dire, ça il va me dire que la sophroanalyse guérit tout. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais elle propose une autre approche. Elle propose, la sophroanalyse, d'aller voir quelles sont les racines qui ont provoqué et qui entretiennent la répétition du symptôme. Car un symptôme, c'est une façon qu'a trouvé l'inconscient d'exprimer quelque chose, généralement une souffrance refoulée, autrement qu'en la touchant. C'est-à-dire, en gros, tout à l'heure je disais à une personne qui se renseignait sur le stand, qui parlait de sa colère désavouée, qu'elle ne savait pas en fait que cette colère était là et qu'elle surgissait comme ça, justement à la faveur d'une séance de sophrologie, et qu'elle ne s'était jamais aperçue que finalement elle était très en colère quelque part en elle-même. Et que cette colère, eh bien, il se trouvait qu'elle avait d'autres moyens de s'exprimer, notamment chez elle, par des angoisses, par le stress. En gros, un symptôme nous parle d'une souffrance, d'un traumatisme, d'une blessure qui n'ayant pas été identifiée, qui n'ayant pas été entendue à l'âge où elle a été provoquée, eh bien, s'est retrouvée refoulée. C'est un mécanisme de défense qui est venu éteindre, on va dire, le feu, mais forcément, c'est comme une pression, une pulsion qui veut sortir là et qui va trouver un autre chemin pour s'exprimer. Parce qu'il faut bien que ça sorte, quelque part. Hein, vous voyez, c'est comme l'histoire de la cocotte minute. C'est pareil. La psyché, le corps, est un peu comme ça. Alors vous allez me dire, mais pour traiter les causes, Monsieur Bellone, il y a la psychanalyse, la psychothérapie. Et qu'est-ce que je remercie, moi, les psychanalystes, parce que la psychanalyse, tous ces chercheurs qui sont quand même un peu fous, qui ont exploré à ce point la psyché humaine, qui est à la fois d'une complexité, mais d'une beauté incroyable, nous ont permis de mieux comprendre les mécanismes humains. Le truc, comme disait Einstein, c'est que la tête ne peut pas défaire toute seule un mécanisme, un système qu'elle a mis en place. Parce qu'il faut bien vous dire qu'un enfant qui a une blessure a une réaction de défense, et même des adultes qui ont un traumatisme, il y a une réaction de défense
Donc la psyché, justement, met en place des mécanismes afin de protéger la personne du retour de l'angoisse. Ok ? Quand vous ne comprenez pas, vous faites lever les bras, vous dites, monsieur, c'est trop complexe. Okay. J'essaie d'être le plus simple possible. En gros, quand on est petit, et j'y reviendrai, on éprouve des sensations, des peurs, mais déjà tout petit, hein, quand on est des mini-mois, voire des mini-mois dans le ventre de maman. Et que ces angoisses sont telles qu'il faut que je me protège, et c'est inconscient, eh bien, il y a quelque chose qui vienne se mettre entre l'angoisse et moi. Et que c'est ça qui participe à créer la fameuse personnalité. Et alors, pour changer, voire percer le système qui s'est mis en place, c'est compliqué. Parce que la psyché et cet enfant blessé à l'intérieur, ce petit enfant intérieur blessé, elle n'a pas envie que tu retouches au bobo. Elle n'a pas du tout envie de sentir qu'elle souffre. Elle a beau vouloir, comme beaucoup de personnes, se débarrasser du bobo, elle ne veut pas que revienne la sensation du bobo. On veut changer, mais on ne veut pas nécessairement faire le chemin qui conduit à quand même toucher la blessure pour la réparer et pouvoir reprendre notre évolution. Donc, le mental, si on ne questionne que la tête, qui se souvient des fois pas du tout de la cause de mon problème, parce que des traumatismes importants, je pense à de la maltraitance, qu'elle soit physique, sexuelle, même mentale, émotionnelle, eh ben, on peut très bien avoir oublié pour survivre. C'est une question de survie. Sauf qu'à un moment donné, ce système de survie ne fonctionne plus quand on grandit. Parce que le traumatisme se rappelle à nous. C'est pas pour nous embêter qu'il se rappelle à nous. C'est pour nous rappeler à nous-mêmes que nous avons quelque chose à régler. Est-ce que ici, des personnes pourraient dire, tiens, j'ai des scénarios dans ma vie qui se répètent. Je rencontre toujours le même type de personnes qui me mettent toujours face à un même type de situation. Dans le travail, dans les amours. Ça vous dit quelque chose, ça ? Hein ? C'est toujours la même chose ? C'est toujours les mêmes personnes ? Ça finit toujours pareil, c'est comme un peu les Rita Mitsoko qui disent les histoires d'amour finissent toujours mal, vous voyez, ce genre de choses. C'est toujours pareil. On peut voir ça comme quelque chose qui nous empêche de vivre, mais en fait c'est un signal. La vie, elle te dit, hé, regarde, ça se répète. Et si ça se répète, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été franchement vu, réglé, réparé, et que ça vient juste dire, il est possible que si tu t'arrêtes pour regarder ce qui se passe, tu puisses éventuellement comprendre, voire consoler ce qui s'est passé, voire réparer, voire éventuellement sortir du schéma, du mécanisme. Mais la tête, elle ne veut pas. Et notamment parce qu'il y a quoi ? Il y a la peur. Ah, et tout à l'heure, vous parliez de peur d'enfant. Et oui, l'enfant a pu vivre des peurs, notamment de séparation. Parce qu'il a pu être séparé de sa maman pour une raison XY, ou se sentir éloigné de sa maman. Parce qu'il a pu se passer des drames familiaux qui ont pu se sentir encore de la séparation en lui. Voire quelque chose qui lui a fait se sentir moindre que les autres. Moins aimé, cette peur de n'être pas aimé tel que l'on est, cette peur d'être abandonné, cette peur de n'être pas accepté tel que je suis. Et après, ça se renouvelle. Donc la tête, là, elle commence à vous parler. Est-ce que certaines personnes sont touchées par ce que je dis ? Ça vous parle ? Des parties de vous-même ? Hein ? Et comment vous faites avec ces parties de vous-même qui se sentent mal aimées ? On dit toujours que c'est la faute de l'autre. On dit toujours que c'est la faute de l'autre. Oui,
Et ouais, ça c'est le super truc. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi qui me suis cogné sur la table, c'est la faute de la table. Ben oui, c'est bien mieux. C'est pas du jugement, hein, ce que je dis comme ça quand je le sors comme ça. Oui, madame. Si l'autre personne a mal jugé, m'a mal jugé. Exactement. En fait, c'est un peu comme un miroir. Oui, mais ça je le sais, mais... Elle vient nous parler de nous, en fait. Parce que l'autre, il est pareil. Oui, l'autre, il n'est pas parfait. Eh oui, l'autre n'est pas parfait. Moi non plus, d'ailleurs. L'histoire, c'est de peut-être lâcher, à un moment donné, cette quête de perfection. On a cherché à être des enfants parfaits, avec des parents parfaits. On s'est aperçu qu'on n'avait pas des parents parfaits un jour. Ils sont tombés de haut, nous sommes tombés de haut. Après, on a essayé nous-mêmes de devenir des adultes parfaits, des femmes parfaites, des épouses parfaites, des maris parfaits, des professionnels parfaits qui ont voulu faire des enfants parfaits. Et on est toujours déçus parce qu'on croit toujours manquer de quelque chose. Et la tête voudrait sortir de ça, mais elle ne peut pas. Elle a du mal à comprendre que ce que je projette sur l'autre et ce que l'autre projette sur moi, ce sont des choses qu'on désavoue. Vous savez, cette histoire de poutre, cette histoire de poutre, tu vas regarder la paille, regarde comme il est, Miller, regarde comme il est. Et là, tu vois pas que tu as un machin dans l'œil qui t'empêche de te voir. Parce qu'on arrive même jusqu'à être phobique de soi-même. Et on voudrait que les autres nous aiment, non? Qui ici, dans cette salle, voudrait ne pas être aimé? Vous, madame, vous voulez pas être aimé? Okay. Et est-ce que vous vous aimez en retour, à défaut que les autres vous aiment? Plus ou moins. Et des fois, et c'est sûr qu'on a encore du mal à demander quelque chose qu'on ne fait pas vraiment pour soi. Des fois, on demande aux autres qui ne fait pas quelque chose dans sa vie ici pour ne pas être reconnu. Vous voulez pas être reconnu par les autres? D'accord, c'est encore une autre histoire. Mais le mécanisme, quand on veut réussir dans la vie, c'est pourquoi? Pour être reconnu. Par qui? Par les autres, par l'entourage, par ceux qui nous entourent. Et si je vous disais que les autres, c'est peut-être d'autres personnes, si on tirait le fil, par qui auriez-vous aimé, enfant, être reconnu? Mes parents, je dirais par mes parents déjà, c'est commencer. Pour commencer, les parents. Ah, les parents. Parce que derrière les autres, figurez-vous qu'il y a papa, maman, même des parties de moi. Ça s'appelle le transfert. Je pose sur la tête à Toto la tête de papa et maman. Je peux poser ainsi la tête de ma mère sur mon mari. Oui, ça se fait aussi. Je peux poser ma propre tête sur la tête de mes enfants. Des fois, je confonds ma fille avec ma mère, ou mon père, même, des fois, voilà. Mon patron est souvent une représentation différée de mon père et de ma mère. Bref, ça s'appelle le transfert, la projection. La projection. C'est-à-dire la perception, c'est-à-dire la manière dont nous filtrons le monde. Figurez-vous que le monde est à l'image de la manière dont on les regarde. C'est comme la beauté. Vous savez, il y a cette phrase fameuse qui dit « La beauté est dans l'œil de celui qui regarde ». Eh bien, le malheur aussi. Tout est dans le regard. Et notre regard est donc en direct avec notre pensée, notre inconscient, et c'est la manière dont nous avons de regarder le monde qui crée notre réalité. Et ce regard a été construit par quoi? Par qui nous a appris à regarder le monde? Nos parents. Dans ce qu'on appelle le lien. Le lien. La première personne qui nous apprend la vie, c'est qui? La mère. Qui nous a appris à aimer ou à être aimé ou pas? La mère. La mère. Alors, mesdames, qui êtes en grand nom précis, à aucun moment, moi qui suis en paix avec ma maman qui est au ciel, à aucun moment je ne viens juger ces dames et toutes les mamans que vous êtes, que vous avez été, que vous serez toujours, ou que vous êtes en puissance.
Parce que toutes les mamans du monde aiment et ensuite elles font ce qu'elles peuvent. C'est un peu pareil pour les papas. Mais en attendant, on garde longtemps une espèce de grosse valda qu'on peut plus ou moins sortir envers la mère, qui est notre accès à la vie et à la nourriture. Madame lève le doigt et il veut dire quelque chose. Quand on veut davantage être aimé par le papa. Et il y a aussi ça, parce qu'il n'y a pas que maman. Il y a des fois des étudiants qui me disent « Ah, mais j'ai vu avec ma mère. » Oui, j'ai vu. Tu es venu au monde, il y avait forcément 2 personnes. Ok, même si papa est parti loin, même si papa est parti au ciel, il y avait papa et maman. Nous sommes le fruit de nos parents, qui eux-mêmes étaient le fruit de leurs parents, qui eux-mêmes étaient le fruit de leurs parents. Avez-vous déjà imaginé que vos parents étaient des bébés? Avez-vous déjà imaginé votre père en culotte courte? On l'a vu en photo. Oui, mais quand il vous énerve, par exemple votre père, vous l'imaginez en culotte courte? Quand votre mère vous agace au plus haut point, qu'elle pointe le truc sur quelque chose qui vous titille là, vous l'imaginez qu'elle a été la fille de sa mère, elle aussi? Ça commence à changer beaucoup de choses, ça. Ça a l'air mental, mais comme ça, quand on va le mettre dans la sensation, ça change énormément de choses. Et justement, de rentrer dans cette histoire de la relation à la maman et de la relation au papa, de ceux qui nous ont appris la vie, de ceux qui nous ont appris le lien d'amour, ou qu'on a cru être le lien de désamour, parce qu'il y a des parents qui ont tellement été des enfants blessés qu'ils sont devenus des parents blessants, terriblement blessants, qu'on pourrait même dire ils ont tué leurs enfants. Ça laisse des traces très profondes, et donc c'est très compliqué d'aller voir ça, d'aller revoir sa propre histoire quand on a été blessé. Mais attention, il n'y a pas une échelle dans le degré de souffrance, parce qu'il y a des mots qui peuvent meurtrir autant qu'un viol. Et la répétition de certains mots diminue un enfant à tel point qu'il ne se sent plus rien. Mais dites-vous toujours une chose, un enfant qui a été abîmé ne cesse pas nécessairement d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. Et c'est là où commence à y avoir des coupures. Et des coupures notamment dans ce que l'on sent, dans ce que l'on ressent, dans ce que aussi l'éducation nous donne droit de ressentir et d'exprimer. Et c'est là où ça se complique. Parce que là, la tête, elle met des barrières. Elle a aussi des gardiens, des grands juges, ce qu'on appelle le parent intérieur, qui est le roi de toutes les résistances pour ne surtout pas aller toucher à la blessure, pour ne pas aller voir la peur, pour se protéger de la peur de revivre encore l'angoisse. Et que parfois, il y a même ce que avait reconnu aussi bien un Bouddha qu'un Freud, il y a en nous une certaine tendance à rester attaché à nos souffrances, c'est aussi parce que c'est la seule chose qu'on connaît, on se connaît avec. C'est difficile parfois de lâcher le sac que l'on croit porter, parce que qui sommes-nous sans nos peurs? C'est ça qui est difficile quand on fait un travail sur soi-même. Il y a des gens qui me disent « mais je voudrais changer, mais en même temps je ne veux pas changer ». Ah bon? Ah non, mais je ne veux plus souffrir, vous comprenez, monsieur. Il faut que vous me débarrassiez de mon problème. Moi, ça, je ne sais pas faire, je suis désolé. Personne ne peut le faire, d'ailleurs. Ici, on vous dira « attends, je vais t'enlever, je vais te faire un truc, là. » Ça y est, c'est fini. Il y en a un qui a très bien écrit ça, c'est Michael Dawson dans La guérison radicale. Voilà, exactement. Le dilemme avec le patient et le... C'est ça, la toute-puissance du thérapeute. Le vrai thérapeute, c'est l'amour. Hein. On ne peut réparer véritablement une blessure d'amour d'enfant qu'en y mettant de l'amour, mais il ne va pas venir de l'extérieur. Peut-être que le guérisseur, ou en tout cas le praticien, va pouvoir être un facilitateur pour vous donner accès à ça, vous rendre disponible à ça, mais au final, c'est justement la capacité de la personne à retrouver de la bienveillance pour apporter à ces parties d'elle-même qui ont été blessées
cette reconnaissance et cet amour qu'on attend le plus des autres pour enfin pouvoir, madame, vous disiez un mot. Pardonner aussi. Parce que moi j'ai été violée et finalement, à cause de ma mère qui avait deux types à côté d'elle, et j'ai été sauvée par mon mari quand il m'a reconnue. Mais le viol, c'est pas la même chose que des mauvaises paroles. On est dans la chair très marquée. Et mon mari a donné plus d'affection à nos deux filles que moi, parce que moi, le toucher, mon mari était plus âgé que moi, et donc on m'a donné tout ça. Maintenant, c'est pardonnez-moi, c'est le Christ qui me sauve. Le Christ. Je dis toujours qu'une sophroanalyse peut vous mener mieux dans vos baskets comme un Dieu. Parce que de toute façon, dans les deux cas, c'est ici. Parce que votre mari est au ciel, mais il est aussi dans votre cœur. Dans votre cœur. C'est un chemin vers soi. De toute façon, on ne peut guérir de telles blessures sans aller réparer à l'intérieur ce qui a été meurtri. Et vous parliez de dire, je ne pouvais même pas toucher. C'est mon mari qui donnait plus d'affection à nos deux enfants Que vous-même. Parce que le toucher était quelque chose de difficile. Le toucher, dit madame, était quelque chose de difficile. Comme j'étais marquée par le viol à 16-17 ans au Mexique, donc mon mari, qui était plus âgé que moi, a donné plus d'affection à nos deux filles, où je les ai eues à 41 et 44 ans. Merci. Je pouvais ne pas avoir d'enfants, mais j'ai eu des enfants grâce à la Vierge. Donc madame a fait un chemin de réparation très fort qu'il a touché, c'est son chemin à elle. Et elle parlait de toucher. Je ne pouvais même pas toucher mes enfants parce qu'elle avait été meurtrie. Nous parlons, sophroanalyse, de blessure contact. C'est justement quand on a été meurtri dans son cœur et dans sa chair, on ne peut même plus accéder à ses sensations et à ses émotions. D'où le fait que la tête est d'un côté et le corps de l'autre. Et que parfois on est complètement coupé. Et que ça a été pour se protéger, ça, pour survivre. Et qu'il faut beaucoup à la fois de courage, d'amour, de foi en soi et peut-être en quelque chose qui vous parle. Mais ça, ce n'est pas un praticien de vous dire en quoi croire. Moi, j'ai ma propre foi. Ok, je ne vais pas vous dire c'est parce que je crois au Christ ou ceci ou cela. Non, ça, c'est l'histoire de chacun. Et que justement, on peut peut-être le traduire par une capacité d'amour. C'est un mot qui est acceptable peut-être. Mais pour ça, c'est un concept. On a le corps d'un côté, on a l'esprit de l'autre. Comment on fait pour le réunir? Ça peut être assez simple. Je vous invite, si vous le voulez bien, à fermer les yeux. Juste les yeux fermés, les mains posées sur vos cuisses ou le long de vos bras. Prenez contact avec votre respiration, sans la changer pour l'instant, juste je rencontre la douceur de mon souffle dans mes narines, dans ma gorge. Je sens ce souffle dans ma poitrine. Je sens ce souffle descendre dans mon ventre en mouvement, mon ventre qui se gonfle. Je le laisse descendre dans mon bassin, dans mes cuisses. Je sens le contact de mes cuisses sur la chaise, mes jambes après l'articulation de mes genoux. Et voilà que j'atteins mes pieds. Si j'ai les jambes croisées, je les décroise pour pouvoir sentir mes deux pieds posés sur le sol, car c'est là que je vis sur cette terre. Et je respire. Comme s'il y avait des petites racines, comme si mes pieds avaient des petites narines. J'inspire maintenant par la bouche, en tenant comme une petite paille qui vient faire remonter cette énergie si maternelle de la terre le long de mes pieds, de mes jambes.
cuisses à nouveau posées là sur la chaise, telle que je suis, parfaitement. Et je me pose dans mon bassin. Je sens dans mon bassin l'air circuler comme s'il avait des poumons, ce bassin. Et à ce souffle, je vais inviter une intention. Juste d'observer ce que cette intention va provoquer, sans penser, ressentir. Je suis la confiance. Je suis la sécurité. Et vous pouvez répéter cette phrase à voix haute ou en murmurant, en la posant dans votre bouche, car les choses vont mieux en les disant, en les incarnant. Je suis la confiance. Je suis la sécurité. Et je respire ce que me fait cette intention, la confiance. Respirez la sécurité. Et cette énergie de confiance et de sécurité, je vais l'inspirer profondément en repartant de mes pieds pour venir l'amener le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de mon crâne. Et à nouveau, au sommet de mon crâne, au-dessus de la fontanelle, je vais répéter intérieurement en la murmurant, si c'est ok pour moi, je suis la sécurité, je suis la confiance. Et j'expire, revenant à mon bassin, ressentant ce que cette simple respiration a déjà provoqué en moi, comme changement d'état ou pas, ce qu'elle a pu peut-être réveiller comme sensation dans le corps, comme émotion, comme qualité de présence. Et je vais maintenant faire comme si je pouvais à la fois inspirer depuis l'énergie de la terre, cette énergie féminine et maternelle, et à partir de la tête, cette énergie masculine, l'énergie du Père, la dimension la plus sacrée et divine peut-être de moi-même, quel que soit le sens que je lui donne, et d'inspirer par le haut et par le bas pour venir ensuite réunir ces deux énergies dans mon cœur. Et là, je vous invite à prendre contact avec votre cœur, dans cette sécurité et cette confiance que vous avez respirée. D'inviter maintenant en vous l'énergie de la bienveillance, l'énergie de l'amour, quelles qu'aient pu être les épreuves de votre vie. Même dans la pire des histoires, il y a peut-être une personne, même un animal, par qui vous avez pu être accueilli totalement, entièrement, qui vous a donné la sensation d'être une personne aimée et aimante. Cela peut être aussi quelque chose de sacré et du divin. L'important est de l'avoir éprouvé justement là, dans ce cœur qui bat, et de sentir la leçon que me donne ce cœur-là juste à présent. Car vous pouvez respirer la gratitude pour ce cœur. Rendez-vous compte. À peine conçu, quelques jours après, votre cœur s'est mis à battre, et depuis, il ne cesse de battre.
nuit et jour, qu'il neige ou qu'il vente dans vos cœurs, votre cœur bat. Que vous en ayez conscience ou que vous l'oubliez, votre cœur bat. Il ne se soucie pas d'avoir battu la seconde d'avant. Et il ne s'inquiète pas de savoir s'il battra la seconde d'après. Il est là dans le présent et il bat à chaque seconde. Première leçon. Deuxième leçon de mon cœur. Il absorbe comme mes poumons tout l'air et toute l'énergie vitale qu'il y a dans l'air pour que le cœur batte. Et sans discontinuer, il va envoyer cette énergie à travers le sang, à tous mes membres, à tous mes organes, à chacune de mes cellules, jusqu'au moindre brin d'ADN. Rien n'échappe à l'énergie du cœur, à son intelligence. C'est-à-dire qu'il fait preuve d'un amour total, puisqu'il irrigue chaque partie de moi-même sans faire le tri. Est-ce que je suis capable de m'aimer autant que ce cœur qui m'irrigue sans laisser de côté une seule partie de moi? Est-ce que je peux faire cela? Je respire, puisque mon cœur bat ainsi, c'est que j'ai en moi cette qualité. Tel que je suis ici, je m'accueille dans mon entièreté. Quelle que fût mon histoire, je suis digne de me recevoir entièrement, de m'accueillir entièrement. Vous pouvez juste respirer cela. Et ressentir ce que cette petite expérience de respiration et d'intention a pu vous faire éprouver. Gardez les yeux fermés ou de les ouvrir en contactant, en laissant venir dans cette sécurité et cette bienveillance quelque chose qui peut vous faire éprouver de la peur. Ou une pensée sur vous qui reviendrait à vous déprécier ou un truc que vous aimez pas de vous-même. Et de le respirer en l'accueillant avec cette ouverture, cette possibilité de lui donner de la reconnaissance. Et d'éprouver juste qu'est-ce que ça fait déjà de cette partie peut-être que je trouve sombre ou grise de moi, ou cet obstacle que j'ai dans la vie, peut-être cette colère, cette peur, qu'importe, sans jugement, pas de jugement. De juste pouvoir y mettre du souffle de bienveillance dessus et voir qu'est-ce que ça change, éventuellement, juste maintenant. Il ne s'agit pas là d'une baguette magique qui va tout régler, juste d'éprouver cette expérience-là. Et peut-être que quelqu'un peut ressentir le besoin de dire ou d'exprimer quelque chose dans cette énergie, de le partager. Il ne s'agit pas de faire une psychothérapie de groupe, une sophroanalyse de groupe, c'est pas ça du tout le sujet, mais juste de poser peut-être un mot, de voir qu'est-ce que cela a provoqué en moi. Quels mots vous laisseriez vous exprimer? Comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager cette sensation, madame? Un mot, deux mots? Ça m'a augmenté mon angoisse. Ça vous a augmenté votre angoisse. Il y a quelqu'un qui a dit super. Je dis
dirais qu'exactement, ça n'a pas que ça l'a augmenté, ça lui a laissé de la place. Et alors maintenant, vous allez continuer à respirer, mais en ne pas oubliant que tout à l'heure, vous avez peut-être contacté cette énergie de vie et d'amour qui va peut-être vous permettre de l'accueillir d'une manière qu'elle va se sentir comme une petite fille capable d'être rassurée par vous-même. Est-ce que ça vous parle? Oui. Continuez à respirer dans cet esprit-là. Madame, vous voulez dire quelque chose? Moi, je voudrais dire merci. Merci, parce que c'est vrai qu'il faut que le souffle rentre dans tout le corps, et puis il y a une sorte de purification. Moi, je dis merci. Merci à votre gratitude, madame. Si nous étions avec madame dans une séance de sophro-analyse, nous serions exactement là où les choses commencent. C'est-à-dire que c'est aussi la sécurité qui a été posée, cette confiance qui a été posée, cette écoute, la qualité d'écoute de cette dame qui était là. Merci pour votre confiance et aussi pour avoir exprimé cette honnêteté, justement, du cœur à dire « Ok, ça m'a augmenté mon angoisse ». Il ne s'agit pas dans la sophro-analyse d'aller faire mal pour faire mal. Si nous étions en séance, nous explorions avec cette dame à la fois de mobiliser cette confiance, cette sécurité, cette bienveillance que vous avez peut-être touché aussi au début, dans l'ancrage. On vous a parlé? Non, pas encore, pas tout à fait. Ce serait le moment de tirer le fil, mais nous ne sommes pas dans... Les deux mots sont très importants. La sécurité et la confiance. C'est trois piliers essentiels, parce que pour aller voir cette angoisse qui vient de votre histoire, et nous nous arrêterons là, de cette peur qui se réveille, une peur d'une petite fille intérieure, d'un petit garçon intérieur qui vient d'une histoire, c'est pas une peur qui est née maintenant, vous comprenez, elle remonte à l'aube de la vie, voire à des racines transgénérationnelles, certains vous diraient karmiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe là maintenant, à quoi ça me renvoie. Et on rentrerait justement avec ces outils de la sophroanalyse, grâce à un état un peu dit d'état modifié de conscience, de sophronisation, dans l'exploration de cette angoisse, avec quelqu'un qui peut l'observer, parce qu'on a posé la sécurité et la confiance par des ancrages qui viennent de la méditation, de la sophrologie, et que donc on va pouvoir entrer dans le monde de cette peur, de ce qu'elle a à raconter, et ça va déjà passer par le ressenti. Elle est où cette peur, cette angoisse? Elle me montrait sa poitrine, d'accord? On peut rentrer à l'intérieur, à explorer, il y a peut-être une forme, et quand est-ce que vous ressentez ça? Ça vous fait penser à quelle époque? Ça me renvoie quand j'étais petite. Ça vous renvoie à qui? À ma maman. Oui, c'est une histoire qui ramène souvent à maman, okay, ou à papa, ou à quelque chose qu'on a éprouvé à des âges de très tout petits. Et que l'enfant intérieur, voire le bébé, voire le fœtus intérieur qu'on va rencontrer alors, va pouvoir s'exprimer. Voilà, on va inviter le corps à littéralement incarner ce qui se passe. Peut-être qu'à ce moment-là, le petit garçon, il a 53 ans. Et on va laisser la posture, la personne s'inviter non pas à jouer comme au cinéma, mais elle est dans une énergie, la personne, voilà 5 ans. Parce que dans le transfert, vous savez, on a parlé des projections. Quand tu es en colère contre ton mari, ou que ton mari est en colère contre toi ou contre le patron, si tu respires bien, t'as quel âge? T'as 42 ans? Non, t'as 4 ans. On dit souvent, les femmes disent souvent à leur mari, j'ai connu ça il y a quelques années, tu réagis comme un petit garçon. Ben ouais. Et des fois aussi, les femmes peuvent réagir comme des petites filles. Ouais. Ok. C'est vrai. On a un enfant en nous qui a des peurs, qui s'est construit un système. Et en allant comme ça, explorer, incarner dans le corporel ce qu'on a vécu, qui se présente dans le présent, hein, parce que le passé n'existe plus. Ce qui reste, c'est des traces, c'est des pensées, des croyances. Alors justement, on prend conscience
que nous sommes agis aujourd'hui en tant qu'adultes par un système de pensée qui s'est construit d'une manière complètement inconsciente quand nous étions enfants pour nous protéger, que ça répondait à nos besoins d'alors parce que nous devions nous adapter, notamment avec l'idée d'être aimé. Parce qu'un enfant, il veut être aimé par ses parents, par la maîtresse d'école, par ses copains, ses amis, tout le monde. Donc il se détourne. Et quand il est blessé par un traumatisme, alors il y a quelque chose qui se coince en lui, vous comprenez? Qui s'éteint, qui s'anesthésie. Donc il s'agit d'aller revisiter notre histoire pour voir à quel moment ça a pu se coincer, pour qu'une partie de nous-mêmes revienne et reprenne son évolution. Et donc, ça ne peut pas se faire qu'avec la tête d'un côté et le corps de l'autre. Ça se fait par la rencontre des deux. Et le sophroanalyste, c'est quelqu'un qui va juste donner la possibilité à la personne de réunir ces dimensions du corps, de l'esprit, donc de l'inconscient, du cœur, pour qu'on puisse l'incarner, lui redonner la parole. Et pas simplement pour prendre conscience de quelque chose. Parce que bien sûr, pour lâcher prise, il faut savoir à quoi on est accroché. Vous comprenez? Donc il faut savoir ce qu'on veut changer, ce dont on a mal. Et une fois qu'on a compris, et qu'on a pu peut-être pardonner les causes et les effets de nos souffrances. J'ai un certain âge, c'est très différent. Ah mais vous savez, il y a des gens qui peuvent se réparer à 25 ans. C'est chacun son chemin, chacun son rythme, chacun sa voie pour le faire. Vous comprenez? L'espoir peut être à chaque seconde. À chaque seconde. Mais à un moment donné, il faut savoir décider ce qu'on veut nourrir. Et donc, le sophroanalyste ne va pas être là pour vous donner la clé. Il va vous être là pour que vous puissiez trouver en vous la clé pour ouvrir la porte et ouvrir cette porte et savoir qui vous êtes derrière. C'est pas un coach, c'est pas un guérisseur, c'est un stimulateur du corps, du cœur et de l'esprit. Parce que c'est en réunissant ces outils-là qu'on peut se réunir. Parce qu'il s'agit de se rassembler et de s'accepter. Et pour ça, c'est la question de l'amour, du lien à soi-même. Et ça change tout. Et c'est ce qu'on vous propose dans la sophroanalyse, que vous alliez voir un sophroanalyste, que vous pouvez trouver sur sophro-du6analyse.eu, que vous veniez faire un stage de développement personnel, il y a un week-end découverte à la fin du mois prochain, que vous veniez faire une formation, de toute façon, ça passera par vous. Parce que pour devenir thérapeute, il faut faire le chemin, vous comprenez, soi-même. Hein? Et chez nous, on a autant des psychologues que des gens dont c'est la première fois qu'ils font quelque chose. C'est à la portée de tous dès lors que je décide de le faire, de faire le chemin. Et quel que soit votre chemin, il passera par cette idée-là. De s'aimer. C'est pas facile. C'est plus facile des fois d'aimer les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à la fin de ce partage qu'on a eu, j'ai essayé un peu de partager avec vous, est-ce qu'une personne voudrait déposer quelque chose, dire quelque chose suite à cette expérience? Mademoiselle, si vous voulez vous rapprocher, je ne sais pas si mon fil est assez long. Si. Ce que vous venez de dire, ça me rappelle ma mère en fait elle a eu 4 enfants, j'ai 3 frères et sœurs, et elle a beaucoup donné pour nous et elle s'occupait pas trop d'elle. Ça me rappelle ce que vous venez de dire. Eh oui. Vous savez, c'est pareil un peu pour des gens qui des fois veulent faire un métier dans la relation d'aide. Qui ici voudrait faire un métier dans la relation d'aide? Vous allez voir où je vais en venir pour vous réunir. Voilà. Je suis familier dans l'enfance. Voilà, ok. Qui fait un métier dans la relation d'aide ici? Je sais pas, sophrologue, assistant, psychologue, oui, voilà. Qui a envie de faire un métier comme ça ici? Oui, voilà, ça fait déjà pas mal de monde. Je vais vous dire une chose. Et ce n'est pas un jugement, parce que je l'ai constaté à la cour, c'est pas moi. Ok. Moi, je suis dans une famille où ma sœur est psychanalyste, mon frère est psychiatre, et moi, je suis sophroanalyste. Je cherchais un truc. Bon. Donc, on est tous des adultes qui sont en fait
des enfants qui ont voulu réparer leurs parents à travers les autres. Derrière chaque thérapeute ou quelqu'un qui est dans la relation dite d'aide, il y a un petit enfant qui a eu le fantasme qui, ayant blessé ses parents, ou qui, croyant qu'il est la cause des malheurs de ses parents, a voulu les réparer. C'est un fantasme que l'enfant peut avoir même quand il est nourrisson. Je peux vous dire, c'est un fantasme. Okay. Ça fait même des enfants thérapeutes. Parce qu'il y a aussi des parents qui thérapeutisent leurs enfants. Donc, le thérapeute, s'il n'est pas conscient de ce transfert, quand il arrive dans le cabinet, il se croit doué d'un don de sauveur des autres ou de guérisseur des autres, oubliant qu'il est lui-même pas guéri d'un petit enfant tout-puissant qui croit pouvoir quelque chose pour changer ses parents. D'où le nécessaire chemin de réparation intérieure qu'il s'agit de faire au cours de l'apprentissage, mais de continuer à faire une fois qu'on est diplômé de quelque chose, quel que soit d'où l'on vient. Parce que c'est pas parce que tu as un beau diplôme que ça y est, t'es guéri. Ou que tu sais, que tu crois savoir quelque chose de plus. Il n'y a rien de plus ignorant que quelqu'un qui croit savoir. C'est qu'on est toujours des apprentis. Je suis tout le temps en train d'apprendre. Et chaque étudiant qui vient se former, apprenti, je dis qui vient se former en sophroanalyse, ou des personnes qui viennent dans mon cabinet, ils m'enseignent. Je les remercie. Parce qu'ils sont mon miroir. Parce que l'autre que tu accuses, c'est en fait ton frère. Il est comme toi. Parce que malgré la diversité des récits de vos vies, de vos bonheurs ou de vos souffrances, j'ai trop de doigts pour compter, en fait, le nombre de croyances fondamentales qui nous limitent dans nos vies. Et j'ai aussi trop de doigts pour apporter la clé. Parce que sans la bienveillance et l'amour dont parlait Madame, qui elle l'a trouvé dans la foi, dont on peut le trouver dans la terre-mère, dans Bouddha, voilà. Ça, c'est l'histoire de chacun. Mais sans cette bienveillance accordée à soi, cette autocompassion, on ne peut pas réparer un enfant blessé. Donc on ne peut pas guérir, entre guillemets, un adulte de ses peurs. Et on ne peut pas à ce moment-là être un praticien tranquille, qui laisse de l'espace à l'autre. Un sophroanalyste, c'est quelqu'un qui va questionner, qui est curieux, qui ne sait rien. Il a appris des trucs, des théories, Dieu sait qu'on les met en pratique, parce que la théorie toute seule, c'est sec. Il a fait des pratiques, mais il ne les asonne pas comme si c'était une recette de cuisine, il les a intégrées, et dans son être, il va accompagner la personne, la questionner, la faire respirer, l'inviter à ressentir, peut-être à incarner les choses de manière à ce qu'elle trouve en elle à la fois la blessure et la ressource pour la réparer, voire en guérir. C'est un chemin, un merveilleux chemin, une très belle pratique. Et vous êtes les seuls à pouvoir le faire. L'autre est juste là, non pas pour être un guide ou un réparateur, mais pour être le témoin vivant, actif, que c'est possible. Et je vous invite donc, si vous le souhaitez, pour en savoir plus, parce que j'ai du mal à toujours, entre guillemets, on me dit, tu devrais parler un peu plus des formations, de la formation en sophrologie, de la formation en sophroanalyse, de comment ça se passe, combien ça dure, combien ça coûte, etc., les heures, les jours et compagnie, les stages de développement personnel, le week-end découverte, le couple intérieur, mais tout ça, vous voyez, juste dans cette allée qui est là derrière, cette porte qui ne s'ouvre pas mais qui est contournable, il y a un stand qui s'appelle le G8, et là avec Catherine, mais aussi avec Rachel, nous pourrons vous recevoir et répondre à toutes vos questions. Il y a aussi un site internet qui s'appelle sophro-analyse.eu. Il y a à la sortie des guides, des fascicules, des trucs comme ça pour vous donner des informations. Et je serai à votre écoute, on répondra à vos questions.
Et je crois que maintenant, le temps qui m'était imparti étant limité et terminé. Donc ça va me donner la possibilité de vous remercier pour votre écoute attentive, pour votre participation. Également, au plaisir de vous retrouver ici ou là. Et surtout, prenez soin de vous et ayez une belle vie. À bientôt.